la zone aéro. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots check. La contrôle de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 08 gauche et attendez. Et bien, bonsoir de... Oh, c'est bon, de 200 Air France, 102 ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Authority 401 to London Heathrow. La communauté francophone de l'aviation et des pilotes. Bonsoir à toutes et tous. Salut Nico, ça va? Il a coupé son micro. Non, mais ça marche pas. On aurait dit Louis de Funès. Tu sais, je vous entends pas. Je vous entends pas. Vous allez bien les amis? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine de vol, peut-être pour les uns, peut-être de simulation pour les autres? J'espère que vous avez trop chaud aussi, comme nous. Ah nous on a crevé dans les avions, ça c'est sûr. J'imagine bien. Ouais. En termes de transpi là aujourd'hui, même au niveau 100 là, Ouais. il faisait bon. Il faisait vraiment pas mal et pourtant il y avait la clim. Mais bon, c'est normal hein. Et pourquoi t'es redescendu Fin juin. Parce qu'au bout d'un moment, il faut descendre. Ah ouais. On ne peut pas rester éternellement, mais on a fait quand même 1h40 ce matin. Mais ouais, ça tapait bien. Il y en a quand qui même. ont réussi à tenir, à faire le tour du monde en l'air, sans Oui, se poser. Hein. ben non. Non, On a d'autres choses à faire, on a des émissions à Ah oui, faire. c'est vrai, il on fallait peut pas revenir tout pour faire. l'émission. Bon, est-ce que vous allez bien les copains? Dites-nous dans le chat, saluez-nous dans le chat, et on vous salue aussi. Ouais, parce qu'on vous lit, hein. Faut pas Eh oui, oublier, on on vous vous lit. voit là. Bah, Attention, hein. évidemment. Même Regarde. si vous faites des grimaces, on vous voit là. Il y a Nikos déjà qu'on remercie, qui a renouvelé son abonnement. Il est abonné depuis 5 mois. Merci beaucoup, mon cher Nikos, pour ton soutien. Ça fait plaisir. Blériot, il est là. Il y a Goose, alias Vince, MLMP, l'homme au double pseudo. Une fois l'un, une fois l'autre. Il doit travailler pour les services secrets. C'est ça. Et donc il est là. Salut mon Vince, Lolo Radar, qui est là, qui a reçu son t-shirt. On l'a vu, il était tout fier sur Discord. Nico, il est là. Ouais. Loïc, Run to the Sky, qui est là, que j'ai vu. Je l'ai vu lundi, Loïc. Ah d'accord. Eh ouais, il a récupéré son t-shirt aussi. Didou, regarde, il y a Didou qui est là. Ah ouais. Le clan des barbus, tout le monde est Oui. connecté. Philémon aussi, bonsoir Philémon. J'ai vu Julot également qui est là. Badinou, bonsoir Badinou. Bah oui, Bienvenue. modérateur. Qu'est-ce que j'ai vu? Je dois faire des économies en ce moment, mais hors de question de résilier mon abonnement de la zone aéro. Ah ben, tu fais bien et on t'en remercie beaucoup mon cher Ça, c'est Loïc. une bonne gestion de la priorité. Exactement. Voilà. C'est bien, c'est bien. Merci à toi en tout cas. En fait, ça fait un peu moins de café de l'autre côté, parce que justement, si vous voulez faire comme Loïc, comme Nikos, vous pouvez le faire, on vous invite à le faire. Ça nous soutient directement, on va dire, même si Twitch se graisse un petit peu au passage. Ça vous coûte à peu près, je crois que c'est 4,99 € de café. Merci Philémon, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Philémon, il vient de faire clignoter les pistes. Bravo Philémon. Vous prenez un sub pendant 30 jours, c'est 0 pub. Alors, pour l'été, il faudra mettre la manche à air, ici. Ah, pour l'été, ouais. Bah oui, mais là, c'est le dernier stream avant la fin. Bon, je vais Donc, supporter alors. Ouais, C'est un peu de parce vent là, qu'après- ça allait bien. Là, Après la reprise, ça sera septembre, donc peut-être qu'il fera aussi un peu moins chaud. Ah oui. Mais en tout cas, merci beaucoup Philémon. Voilà, Philémon, Nikos, ça fait des subs et ces subs nous permettent aussi de financer indirectement la chaîne. D'ailleurs, pour rien vous cacher, vous voyez ces petits micros qui sont là. Il faudra les changer bientôt. Il y en a un qui est en train de gonfler. Je crois que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis. Donc voilà. C'est normal, hein, au bout de 2-3 ans, en règle générale, quand on les utilise régulièrement, les batteries ne sont pas éternelles, malheureusement. Bref, vous avez cette solution-là, puis vous avez les solutions qu'ont fait tous les copains qui ont aussi indirectement contribué à la notoriété de la zone aéro en prenant les t-shirts, toi aussi. Ouais, j'ai Voilà, pris mon on a t-shirt. des chouettes t-shirts 2026. Moi aussi, j'en suis acheté Le un. petit truc là, et le grand truc derrière. la C'est classe. ça. Et en fait, ces t-shirts, indirectement, nous permettent aussi de faire rayonner la zone aéro. Alors, on les a fait prix coûtant. Je pense que vous avez dû voir la qualité. On est quand même Non, c'est sur de la bonne qualité. ouais. Hein. Ouais, ouais. On a mis le truc Ouais. là-dessus. Et on s'est dit, voilà, c'est plus de la com que du bénéf. Voilà. Bénéf, vaut mieux que ça reste les soutiens sur la chaîne, sur les abonnements et tous ces Puis, il trucs-là. faut dire que c'est un magnifique dessin. Et ouais, et Francky nous a fait le dessin. Et Oui, je suis Francky. peut-être en contact sur le modèle de 2027.
Ça sera pas Francky. Oula, attention. Ça sera pas Francky, ça Notez sera dans vos peut-être agendas. Hein. un nouveau design pour 2027, mais on vous en reparlera. D'accord. Ça serait bien qu'on en fasse, tu vois, un par an, là, 2026, 2027. À chaque fois, on fait des petits Ça va exemplaires. devenir collector. Ça peut être cool, hein. Ah, il est là, Jean. Bonsoir, je suis ravi de faire rayonner la zone aéro, puisque lui, il en a commandé un aussi. Ah, Donc bah, il y a voilà. la zone aéro du côté de Cavalère. J'allais dire, il y a sa taille, je vais être méchant. Eh ouais, Il tu va vois, m'en vouloir, j'entends rien. le flocage est top qualité. Bah, c'est pas nous qui le disons. Hein, c'est... Ah. Bah écoutez, si ça vous plaît, tant mieux. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il en reste 4 de mémoire. Ah, Enfin, je dis qu'il y en a 4. Ouais. Je n'ai pas revérifié, mais normalement, il y en avait 4 encore dispo d'une annulation. Personne qu'en a pas pris. Donc, il y a les tailles sont malheureusement, les tailles et les modèles sont malheureusement limités parce que la personne avait choisi. Donc, si ça correspond à vous, vous pouvez encore en commander un. Je les ai laissés sur la boutique. Donc, vous allez sur le store de la zone et vous retrouverez ça dans la partie t-shirt. Regardez s'il y a votre taille et puis s'il y en a un, bah, profitez-en parce que dès qu'ils seront partis, ça sera terminé. Voilà. Alors je rigolais hein, pour j'entends rien, parce que s'il y a ma taille, il y a forcément sa taille. Ouais. En triple épaisseur, c'est un flocage triplant, ouais, c'est ça. D'habitude, on voit toujours une démarcation entre le tissu et le flocage, là, c'est parfaitement intégré. Ouais, c'est un process d'impression qui coûte un peu plus cher, mais qui apparemment était Je boude maintenant. bien. Ouais. Non, je boude. Ouais, Pourquoi il toi, boude si t'es là le 3 juillet, je te permets. Mais non, il n'est pas là. Mais non, il n'est pas là. Bon, bah, boude alors. Il a dit, il n'y a pas de riz précuit cette année, je viens pas. Mais qu'est-ce que- Du riz précuit. Mais du riz précuit. C'est un fan de riz précuit, genre, comme ça. Bref, allez. Et en plus, il y a Mathieu qui est là pour lui expliquer l'IFR bah et tout ça. oui, Voilà, bah oui, voilà. il sait. Je suis déçu, j'entends rien. Ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous serez derrière vos ordis, derrière vos écrans, parce que l'année prochaine, on veut des bières, la zone aéro. On ne peut pas promouvoir d'alcool, mon cher Loïc. Malheureusement, dans les statuts et tout ça, c'est pas possible. Alors s'il y a Mathieu, il va peut-être venir. Ah, voilà. On va voir. Bah Si non, on peut pas, hein, c'est pas bien. Hein. le 3, le vendredi 3, justement, on espère que vous serez avec nous. Branchez-vous derrière vos écrans et on trinquera tous ensemble depuis le bar originel. En direct pour la fin de saison avant de nous retrouver en septembre. Donc ça, c'est le vendredi 3. Et il y aura des invités, je vous le garantis. Il y aura de chouettes invités qui seront là. On n'en dit pas plus. Il faudra être là le vendredi 3 à 19h30 pour voir tous les gens qui se succéderont au bar pendant 1 heure et demie de stream à peu près. Voilà. Donc notez bien la date. Le vendredi 3 à partir de 19h30, 3 juillet. Du riz précuit, du champomis avec Mathieu. Une belle soirée. Ben, c'est parfait. Bon, ouais, on va leur organiser ça. Avec, je vous rappelle aussi que les replays sont sur YouTube. Merci à celles et ceux qui ont regardé le live avec Manon parce qu'il a très bien marché. On est déjà à plus de 2000 et quelques vues, donc c'est C'était super. très sympa, ouais. Ouais, c'était bien. Et là, depuis cette nuit, il y a le replay avec le général Bess du bureau d'enquête et analyse C'était très de intéressant, on ZRNF avait d'État. dépassé l'heure. Ouais, et donc le replay, il est en ligne depuis cette nuit. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller le voir parce que c'était vraiment instructif. C'était plutôt cool. Alors Manon qui fait enfin- Manon qui fait le Tour de France des jeunes pilotes. Margot, mais ça Margot, c'est pas, pardon, c'est ça, c'est après. après. C'est après. C'est Parce que c'était vendredi, c'est vendredi en 15. Enfin, dans 2 semaines. Une petite chose aussi que je voulais vous demander à toutes et tous, si vous avez des comptes, que vous êtes passionné d'aviation, je pense à Free Flight par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Je l'ai fait cette semaine, mais ça serait bien qu'on arrive à s'organiser. Vous récupérez en fait le lien du replay qui est sorti sur YouTube et si c'est possible de le partager sur les groupes Facebook liés à l'aviation. Vous voyez, je sais qu'il y a des groupes comme, je sais pas moi, PPL Avion, comme Aviation Occitanie, comme Aviation Passion de Emmanuel Samarito, je crois, qui lui est toujours cool pour prendre les replays. Ça serait bien que vous puissiez vous aussi récupérer ces liens et les partager. Parce qu'en fait, je vous cache pas que moi j'y pense pas forcément. Je suis plutôt sur le tag, etc. quand ça sort, sur la partie YouTube. Et derrière, la partie partage, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous pouvez vous en charger les copains, franchement ça serait top. Bah oui, on compte sur vous. N'hésitez pas. Et puis si à la limite vous pouvez vous arranger peut-être entre vous dans le chat ou sur Discord, c'est cool. Comme ça au moins le partage il est fait, ça vient de vous. Et puis petit à petit en plus vos pseudos seront associés à la zone aéro, ça c'est cool quoi. Donc si vous pouvez le faire, franchement vous nous rendrez un bon service de partager les liens sur les différents groupes Facebook. Voilà. Un petit bonjour à Théo.
nous guide. Théo, ah oui, Théo il est là, il y a Eh d'autres oui. personnes, il y a Qui Ben nous a Moll aussi qui est découvert, là, arrivé. qui nous regarde maintenant. Salut Ben Moll, replay très intéressant avec le général directeur du BEA. Et ben voilà, c'est Ben Moll qui le dit. Et Ben Moll, c'est toujours la qualité, donc vous pouvez l'écouter. Bah écoute, je crois que on a parlé de tout là. Hein. On y va? On dépose Où le ça plan de vol? Bah, le plan de vol de Ah, l'émission. en vol, d'accord. Ouais. Non, le plan de vol. C'est parti. Plan de vol déposé. Voici le sommaire de ce soir. Alors, salut Free Flight, il est là, il est bien, il est chaud, il a chaud sûrement, Free Flight. Ah oui, bah, un peu comme tout le monde. Bah, comme tout le monde, hein, mais comme il est dans le sud, on sait qu'il a chaud. Alors, le plan de vol de l'émission, il va arriver sur le côté. Pouf, voilà, c'est bien. Les actus du terminal, il y en a 5 ce soir. Ça fait un peu mal quand même. Hein. Ouais, avec une petite news, tu vas nous raconter tout à l'heure. Oui, alors, du côté de voilà. l'Atlantique. Une bonne nouvelle pour une société française. Exact. Et puis ensuite, un visage dans les nuages, c'est la séquence de ce soir. C'est Nicolas Soto qui est avec nous. Alors Nico, moi je le connais depuis des années. Voilà. Et donc, on parlera un petit peu, même beaucoup, de sa carrière, de l'évolution de sa passion, comme ce qu'on fait d'habitude. On rencontre une personnalité au travers, on parle du métier, on va parler reconversion aussi, lorsqu'on est militaire, qu'on doit passer dans le civil, comment est-ce que ça se passe. Et puis, on va rencontrer tous ensemble, vous allez découvrir, qui est Nicolas, qui est aujourd'hui commandant de bord sur 737. C'est vrai qu'on a déjà reçu des commandants de bord, tout ça, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont tous des anecdotes différentes et c'est ça qui va être intéressant. Et il m'a dit des anecdotes, j'en ai, je sais pas combien. Oui. Donc, il peut les partager avec nous sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à le solliciter et à lui poser vos questions, évidemment. Vous savez que c'est le principe du live. Hein. Vous posez vos questions dans les chats, on les met de côté. Alors, on les pose peut-être pas immédiatement, mais on les prend et en général, on les traite et tout le monde peut poser sa question. Voilà, et puis fin de live, c'est la foire aux questions remise de gaz. On vous parlera encore une fois du programme de l'été et puis de la soirée de clôture qui aura lieu semaine prochaine du coup, fin de semaine prochaine. Vendredi. Et puis voilà, je pense que... Et puis ici, il faut que je vous parle aussi de Push to Talk, il y aura une édition demain soir. D'accord. Je ne sais pas l'heure. Alors, Julo, il faut que tu me dises dans le chat. Il y a un push to talk demain soir sur tel sujet avec qui. N'hésite pas à me le dire, Julo, dans le chat. Normalement, ça doit être prêt. Donc, le temps qu'ils l'écrivent. Et puis, je vous dis tout ça. Je repousse le plan de vol en attendant. Hop, il est où? Il est là. Tac, voilà. Il est poussé. Il fait trop chaud pour les gens du Nord, je confirme. Trop chaud pour les gens du Nord. Bah oui, mais lui, il est du Sud. Donc ça va. Ouais, moi, je suis du Nord. Il pense à moi, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, Julo, il doit être à table. Donc, on parlera de Push to Talk en fin d'émission. Et puis, tout de suite, on va attaquer l'actualité du terminal. L'actualité du terminal, la rubrique News Info et React avant l'embarquement. Et nous sommes partis pour l'actualité du terminal. Voilà, il y a le lien spécifique de la boutique, voilà, où il y a les t-shirts dessus là, qui vient de popper dans le chat. Voilà, Julo il l'a marqué, 20h30 le sujet. À quoi ressemblera l'aéronautique de demain? C'est le sujet de Push to Talk demain soir. Écologique ou inexistante? Alors c'est les prises de parti là. Hein. Oula. Voilà, à quoi ressemblera l'aéronautique de demain, écologique ou inexistante? Et donc ce sera avec Pierre qui mènera le débat. Bon, après, c'est pas le... Il y aura Thierry, il y aura Julie et il y aura Thomas. Donc ça, c'est à partir de 20h30 demain soir dans Push to Talk avec vos questions et même avec vos réactions, puisque dans Push to Talk, vous pouvez aussi intervenir et venir en audio avec les chroniqueurs pour discuter et donner votre avis. Donc, prenez le rendez-vous demain soir 20h30. Allez, on y va, on est parti pour l'actualité du terminal et on va commencer par parler, on parlait de Pierre, voilà, qui est commandant de bord sur 380 et c'est un A380. On va parler de l'A380 sous haute surveillance puisque l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, que vous connaissez, a publié une directive de navigabilité d'urgence qui impose une inspection de 16 Airbus A380 après avoir découvert des fissures sur certains éléments structurels des ailes. Donc c'est vrai que ça peut être
problématique, donc il faut faire une vérification. Plusieurs appareils sont exploités d'ailleurs par la compagnie Emirati, donc Emirates, et donc figurent parmi les avions concernés par cette inspection. Et les contrôles vont viser les longerons internes de la voilure, dans un premier temps, puisque ce sont quand même les pièces essentielles à la résistance de l'aile, celles qui soutiennent quelque part tout le poids de l'avion. Hein. Selon l'EASA, certains appareils vont être inspectés avant leur prochain vol, impérativement, donc on ne pourra pas les remettre en l'air tout de suite, tandis que Airbus a fourni des procédures de contrôle et de réparation aux compagnies aériennes pour pouvoir intervenir le plus efficacement possible. Donc pour l'instant, aucune immobilisation généralisée n'est prévue à cette heure et à ce stade, et les autorités estiment que la sécurité des vols n'est pas compromise. C'est plutôt de bonnes nouvelles. Et cette nouvelle campagne d'inspection rappelle, encore une fois, des problèmes précédents de fissuration qui avaient déjà été rencontrés sur les 380 depuis leur entrée en service, mais sans accident pour l'instant. Donc, à suivre pour tout ça, et on pourra peut-être même demander l'avis à Pierre à l'occasion. Ben oui, du coup. Lui qui connaît très bien la 380. Allez, on continue avec cette nouvelle qui est passée un petit peu sur les réseaux sociaux. Peut-être même qu'il y a eu un article un sujet dans les actus télévisés, puisque le musée Aéroscopia de Toulouse-Blagnac, que vous connaissez sûrement, peut-être, accueillera dès le 25 juin prochain, donc à savoir demain, le Beluga ST numéro 4, c'est celui que vous avez sur la photo, qui est le premier exemplaire du cargo Airbus bien connu, qui servait à transporter des morceaux d'avion, et qui rejoint définitivement les collections du musée Aéroscopia à Toulouse. Il était retiré du service en 2025, et l'appareil sera tout simplement remorqué depuis les installations d'Airbus où il est, vers le musée, et donc ça a dû être fait même aujourd'hui, je crois. Voilà, s'il y en a qui l'ont vu. C'est impressionnant, j'avais vu à l'époque où je travaillais dans le Nord, on faisait des navigations sur Albert. Et comme il y a une usine Airbus à Albert, il y avait le grand hangar pour recevoir les Beluga, ouais. Et on avait eu la chance d'aller pouvoir visiter. C'est impressionnant. Ah oui, avec le gros nez là, qui s'ouvre au-dessus, là. Enfin, le dessus, la bosse, là. Donc, le Beluga, il est basé sur l'A300-600, un avion qui est quand même assez connu chez Airbus. Le Beluga ST a assuré donc pendant toute sa carrière le transport des sections d'avions entre les différents sites européens d'Airbus, c'était son objectif, avec ce fuselage bien connu, le fuselage surdimensionné, une silhouette un peu unique. Il est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de l'industrie aéronautique européenne, et cette arrivée complète déjà une collection qui est très riche, qui comprend notamment Concorde, Aéroscopia, il y en a un, l'A300B, le Super Guppy et même l'A380 qui sont là-bas. Il y a une soirée inaugurale qui est prévue le 24 juin, donc c'est ce soir, avant une ouverture au public dès le lendemain. Donc la visite intérieure de l'appareil nécessitera toutefois des aménagements supplémentaires avant d'être proposée aux visiteurs. Donc vous pourrez visiter le Beluga de l'intérieur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut y aller. Ouais. Vos réactions dans le chat. J'étais à Aéroscopia il y a 2 ans, super musée. En plus, j'ai passé la nuit dans l'hôtel de Saint-Exupéry. Voilà, Loïc, c'est bien. Max a participé à la mise au musée de cet appareil. Ben voilà. Et alors, il a dessiné des moutons. Max? Non, il a fait des photos. Non, mais dans la chambre de Saint-Exupéry. Loïc? Ça, je sais pas, il va nous dire. Voilà, on continue et on va parler, oui c'est la 3, c'est ça, détour chez le voisin. Alors c'est assez marrant ce qui s'est passé, c'est un Airbus A321 d'Air India qui reliait New Delhi à Amritsar, qui a brièvement dévié de sa trajectoire après un problème de navigation, et il s'est approché, voire il a pénétré momentanément l'espace aérien pakistanais. L'incident est survenu dans une zone qui est particulièrement sensible, comme beaucoup de zones là-bas d'ailleurs, alors que les deux pays maintiennent des restrictions mutuelles de survol. Donc autant dire qu'ils n'ont pas trop apprécié la plaisanterie. On ne dépasse pas
Ouais, c'est ça. Passe pas. Selon la presse indienne, le contrôle aérien pakistanais aurait rapidement détecté la dérive et alerté l'équipage. Et après correction de sa route, l'avion a poursuivi vers sa destination. Mais la congestion du trafic l'a finalement contraint à retourner à Delhi pour une inspection technique un peu plus approfondie. Allez voir d'où venait en fait l'erreur. Et après vérification, l'A321 a repris son vol, il est retourné à Amritsar après 4 heures de retard. Et une enquête a en plus été ouverte pour déterminer l'origine exacte de cette déviation, pour essayer de comprendre, de voir si elle est liée à une panne de navigation ou à une erreur de programmation, ou peut-être même à une combinaison de plusieurs facteurs, dont du facteur humain. Voilà. Là, ça s'est bien terminé, mais il y a une époque où ça s'était très mal terminé. Ah bah ça se termine à coup Russie, de missile. Coup de missile. Ouais, ils aiment pas Et trop. c'est dû à cet incident que Ronald Reagan, à l'époque, il est autorisé en fait le GPS à tout le monde pour l'aviation civile. Donc attention aussi, c'est toujours ce qu'on dit aux élèves, ne suivez pas bêtement le trait, voyez où est-ce que le trait vous emmène. Voilà. Hein. Comme disait un collègue, il ne faudrait pas mourir réglementairement. Oui, c'est ça. Voilà. Toujours faire attention. Toc toc toc. Oui, Max est maintenant dans le service patrimoine d'Airbus. Ah bah, très bien. On continue avec cette 4e petite news, un passager indien de 35 ans. Alors, on en avait parlé de cette histoire avant que ce soit jugé, ça a été jugé. Et là, donc, il a été condamné à 6 mois de prison ferme à Singapour après avoir agressé sexuellement une hôtesse de l'air de la Singapore Airlines et adopté un comportement intimidant tout au long du vol. On en avait parlé, on savait qu'il s'était fait capturé, ben ça y est, ça a été jugé. Il a également été condamné à indemniser la victime et selon les éléments qui ont été présentés au tribunal, le passager a d'abord eu un geste déplacé envers une hôtesse avant le décollage. Ça commençait bien. Et malgré des mesures prises par l'équipage pour limiter les contacts, ce comportement s'est aggravé durant le vol avec de nouveaux attouchements et une attitude très insistante à l'égard de la victime. Cet incident a culminé lorsque l'homme a suivi l'hôtesse dans le galet. Donc le galet, c'est, vous savez, à l'avant de l'avion ou à l'arrière de l'avion, là où sont rangés les petits chariots et tout ça. C'est les cuisines. C'est ça, oui, en quelque sorte. En quelque sorte. Et il l'a coincé dans cet espace restreint malgré plusieurs demandes de s'éloigner. Et alerté avant l'arrivée, le commandant de bord est intervenu. Ça fait des questions à poser à Nico tout à l'heure. Ouais, le rôle du commandant de bord dans ce genre d'histoire. A fait intervenir donc la police à l'atterrissage à Singapour, et ce qui montre aussi que la politique de tolérance zéro appliquée par les autorités singapouriennes, elle est là, face aux agressions qui visent le personnel navigant commercial. En prison ferme, méfiez-vous. Ne laissez pas traîner vos mains n'importe où. Non, mais on prend l'avion pour prendre l'avion, pas pour autre chose. Oui. Et puis, cette petite news, Nico. Voilà, une petite news. Elixir Aircraft. T'en avais parlé vendredi. Ouais. J'avais déjà vu les premières photos là, sur Internet, et effectivement. Elixir Aircraft, donc, qui est une société française qui se trouve à La Rochelle, qui a été fondée par Arthur Léopold Dégé, Cyril Champenois et Nicolas Mahuet. Donc Elixir Aircraft qui est en plein développement et qui ont commencé à exporter leurs avions aux États-Unis, donc à l'école de David Catin qui s'appelle Cirrus Aviation, qui se trouve à Sarasota. Donc David, c'est celui qui est sur la photo de gauche, qui tient avec sa main droite le drapeau. Voilà. Avec sa madame. C'est sa madame qui est en face ? Ouais. Voilà. Et donc ça c'est le premier élixir aux États-Unis, et il y en aura d'autres, parce que David en a commandé 10. Ah oui. Donc 2 par an, donc sur 5 ans, il recevra les 10. C'est en remplacement des PA-28. Le PA-28, ça commence à vieillir un peu. C'est un bon avion, mais ça commence à vieillir un peu. Et il espère donc une rentabilité supérieure. Ce prix de maintenance moins cher, parce que pour un 172 ou un PA-28, il faut quoi ? Pour faire une 100 heures, il faut quoi ? 16, 20 heures de travail à peu près pour faire une... Tandis que sur l'élixir, ce sera 4 à 6 heures. Ah oui. Ça fait déjà un gain pas mal. Consommation, ça fait du 10 litres ou 15 litres. Oui. Donc, au lieu du 35 ou 40. Au lieu du 35. Voilà, donc là, il n'y a pas photo pour ça. L'avionique aussi peut-être. L'avionique. Oui, donc ce sont des élixirs spéciaux pour les États-Unis, parce que ça a été adapté, fabriqué en fonction des consignes aussi de la FAA, pour que ce soit pour être exporté là-bas. Et donc là, David, il a commandé avec 2 Garmin
G3X. Donc il y a 2 écrans dans l'avion. Voilà, donc pour un coût de 500 000 $ pièce. Et il en a combien 10 10 sur 5 ans. Donc Voilà. ça fait 5 millions sur 5 ans. Voilà. C'est Donc voilà, c'est un investissement financier, c'est un peu lourd tout ça, parce qu'en fait c'est un risque quelque part, parce que c'est un avion qui n'a pas été encore testé dans la durée puisqu'il est tout nouveau. Ouais. Donc, et en plus avec les grosses chaleurs qu'il y a aux États-Unis, bon bah là je pense que déjà La Rochelle, il y a eu des bonnes chaleurs ces dernières semaines. Je pense que voilà, donc voilà, mais c'est un investissement sûr à mon avis et qui va être. Alors, c'est prévu pour être exporté après aux États-Unis. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura donc un atelier de maintenance pour tous les élixirs qui seront exportés aux États-Unis. Et puis, atelier de maintenance, et j'ai noté quoi d'autre? Je ne sais plus où j'ai noté ça. Quelque part. Ouais. Bah, de toute façon, on en parlera parce que David, on essaiera de le faire venir dans l'émission pour Voilà. nous parler de son école américaine. Voilà, donc une base de maintenance et d'assemblage. Comme je disais, Ah oui. il y aura plusieurs exportations. Donc, comme on le voit sur les images, c'est exporté par container. Et donc, ils seront montés là-bas, donc au sein d'un. Donc envoyé par bateau, Envoyés par bateau, et puis montés sur assemblé place, assemblés sur place et après. Et maintenu sur place aussi. Et voilà. Ok. Donc, Elixir espère vendre beaucoup d'avions là-bas. Là, c'est ce que dit Run to the Sky. Quand tu es à vendre tes avions aux États-Unis, c'est que tu as fait un bout de chemin. Ah oui, je pense que. C'est 2 pays de l'aviation. Nous, on sait faire des beaux avions, eux aussi. Et puis, nous, si on peut les exporter là-bas, c'est bien un aussi. plus, quoi. C'est bien aussi. Donc voilà, Cirrus Aviation, ça se trouve à Sarasota. Alors, si vous voulez rencontrer David, vous pouvez le rencontrer tous les ans au Salon des métiers, au mois de janvier, au Bourget. Voilà, il a son stand. Très sympa en plus. Voilà, très sympa. Ouais. Et puis, on l'aura. Si t'es pas sympa, je serais pas copain avec. Ah oui. Et il viendra nous voir. On aura l'occasion de discuter avec lui et vous aurez l'occasion de lui poser vos questions dans la zone aéro. Attention, parce qu'avec lui, on va parler maquette beaucoup. Mais oui, mais c'est pas grave, on parlera de plein de choses. Allez, on termine cette actu du terminal. Je vous reparle de ça. J'en ai parlé la semaine dernière. Pour les gens pendant l'été, là, si vous savez pas quoi faire, moi je m'y suis mis. Nico pas encore, mais on ne sait pas. Dans World of Warship, d'ailleurs, j'ai un porte-avions dans World of Warship avec des avions français dessus. Ça doit être des 2 voitines. Et on peut piloter. En fait, tu t'envoies tes escadrons d'avions, tu peux piloter tes petits escadrons d'avions pour aller bombarder les trucs les uns les autres. Et on a monté un clan qui s'appelle la zone aéro, comme c'est original. Donc, il faut faire la demande dans le jeu. Vous lancez le jeu et puis vous avez le truc clan et vous cherchez la zone aéro et vous demandez à rejoindre. Les inscriptions sont libres, donc venez et on se fait une commu parce que pour l'instant je suis un peu tout seul. Donc venez et on se retrouve en jeu. Nico a le mal de mer. Ah, ça c'est quelqu'un qui a vu mes photos sur Facebook, ça. Nico a le mal de mer? Ouais. Ah bon? Ah ouais, j'y suis, j'ai un torpilleur, ça marche un coup sur 2. Et ben voilà, Loïc, tu fais la demande, essaie de nous trouver dans les clans là, LZA, tu t'appelles ZA la zone aéro, et puis tu fais ta demande d'adhésion et on se regroupe tous. Bon, ça devrait être sympa pendant cet été. Il y a 2 voitines sur porte-avions. Ouais, je crois, faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y avait des trucs un peu. Parce que bon, c'est un jeu, c'est pour jouer, c'est pas vraiment historique. Voilà, oui, ouais. C'est l'ambiance historique. Ouais, c'est ça, c'est ambiance historique, on va dire. Après, ils doivent pas respecter à 100%. Mais c'est cool. En tout cas, venez nous rejoindre. Et d'ailleurs, il n'y a pas de question de niveau, quoi que ce soit. Venez, c'est pour passer du bon temps et jouer. Children at Play, exactement. Bah, tu peux venir aussi, Philémon, tout le monde est bienvenu. Pour faire la bagarre. Et c'est gratuit en plus. Il est gratuit le jeu. Voilà, allez, on a terminé la rubrique Actu de ce soir. Si vous avez des questions, des réactions, le chat il vous est ouvert évidemment, mais il est temps d'enquiller sur la prochaine séquence et de... Tu vois, le 2 voitines 750 était sur porte-avions, donc ça doit être ça. D'accord, tiens, j'apprends quelque chose. Et tu vois, on apprend toujours quelque chose. C'est la séquence Un visage dans les nuages. On va retrouver donc notre invité, l'autre Nicolas, l'autre Nico numéro 2. Et vous allez le voir tout de suite, juste après le jingle Un visage dans les nuages. La carrière de Nico, c'est ce soir, c'est le programme de la zone. Un visage dans les nuages. Les rencontres de la zone aéro. Et il est là, il est avec nous. Salut Nicolas, est-ce que tu nous entends bien? Oui, très bien. Bonjour Seb, bonjour Nico et bonjour à tous. Salut Nico. Et voilà, bonsoir Nicolas, le chat est très poli et ils te disent bonjour, donc ça c'est cool. Alors, merci à vous. C'est à lui ou c'est à moi?
Ben, c'est à lui. Toi, ils t'ont déjà bon. dit bonjour tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Moi, Eh je dis ouais. bonjour. Nico, merci beaucoup. Ta lourde responsabilité de commandant de bord fait que tu es toujours parti à droite, à gauche et que finalement on a réussi à trouver une date pour faire Oui, cette, ça, c'est vrai. cette émission de ce soir. Et donc déjà merci pour ça. Et puis avant de commencer, on fait la petite présentation habituelle Une avec le minute. petit chrono qui va s'afficher ici. Et est-ce que tu peux te présenter en 1 minute? Eh ben, allons-y. Hein. Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle donc Nicolas. Donc actuellement, on va le faire en sens inverse. Actuellement, je suis pilote et commandant de bord chez ASL Airlines, où j'occupe des fonctions de pilote simple, c'est-à-dire pas des fonctions d'instruction. On effectue du vol cargo et du vol passager. J'en suis à ma 2e saison chez eux. Avant ça, j'ai effectué 9 ans, 8 ans chez Ryanair, basé Stansted et Bordeaux. Et ce qui était mes premiers postes civils à la reconversion, alors que je venais de quitter donc un très bel avion, le 707 AWACS, sur lequel j'ai fait 8 ans. Donc copilote, commandant de bord, et puis instructeur, examinateur, plein de choses, quoi, très intéressantes. Et avant ça, donc, j'étais donc instructeur à Cognac, 4 ans. Avant ça, j'ai fait 4 ans également à Metz sur 262 et TDM. Avant ça, un petit séjour très rapide dans la chasse. Et avant ça, donc, j'ai rejoint la très bonne promo 97 Bravo. Ah, les voilà. vernis. Les vernis. Voilà. Et encore avant, donc, j'ai effectué un peu de planeur et beaucoup de modèles réduits. Voilà. Et dans un milieu aéronautique familial. Et ben voilà, donc là on a fait la chronologie inverse. Et Nico, ben du coup. Oui, bah, on va revenir encore un peu avant. Je veux dire, apparemment, c'est une passion depuis petit, j'imagine. Oui, c'est ça, oui. Et comment tu vivais donc l'aéromodélisme, c'est ça que tu faisais? Comment tu vivais cette passion quand tu étais jeune, très jeune? En fait, grâce à l'environnement familial et puis donc géographique, mon père était donc pilote dans l'armée. On avait des voisins et beaucoup d'amis et collègues donc militaires, qui soient pilotes, navigateurs, mécaniciens, armuriers ou pétaf ou frigo, ou un peu de tout, quoi. Donc, j'ai baigné depuis tout petit là-dedans, traîné dans les escadrons, les meetings. Et puis la meilleure façon de toucher les avions, en fait, c'est d'en faire voler, d'en construire. Hein. C'était ça, les premiers contacts. Alors, c'est quoi le premier avion que tu as construit? J'ai récupéré un planeur bien cassé qui s'est transformé en aglo. Il faisait 1 tonne, mais il volait bien quand même. Voilà. C'était dommage. Radiocommandé, donc. Des planeurs radiocommandés avec un sando. Et plus tard, ce que je fais toujours, du vol de pente avec des planeurs radiocommandés. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'en fais encore parce que je crois avoir vu passer des publications où on voit tes engins volants. Oui, quand j'ai le temps, ça fait plus d'1 an, 2 ans que j'ai pas touché. Ils sont toujours au garage, mais pas beaucoup de temps en fait. Ah, c'est bien d'avoir gardé une activité comme ça de passion, oui, d'enfance. Ah oui? Oui, c'est technique, c'est intéressant, hein, très intéressant. Et donc planeur, pas d'avion à moteur? Non, pas trop. Je préfère le vol de pente et des choses comme ça. C'est plus agréable pour moi. Travailler l'air. Ouais, c'est pas mal. Hein. On salue Togalok qui est passé. Coucou, je reste pas. Bonne émission. Merci Toga et merci pour le resub. Ça fait plaisir. Ok. Alors là, c'était les débuts. Et tes premiers vols alors du coup, c'était dans l'armée quand on vous avez connu? C'était avant? Comment ça s'est passé? Un petit peu avant, c'était sur planeur. À Besançon, là, j'ai fait de la SK13, j'étais lâché là-dessus, après du K8, dans lequel je rentre plus. Et puis peut-être j'ai dû faire je sais plus, il y avait un plastique là-bas. Puis après j'en ai fait à l'armée également, du Pégase, ouais, pas mal, c'était super ça. Beaucoup de Pégase sur le Mont Ventoux, c'était très très bien ça. Depuis Salon? Depuis Saint-Christol, quand ça existait encore. Ouais. D'accord. Et ça amène beaucoup de choses le planeur par rapport à... Ah oui, c'est la base. Après. Ça devrait être obligatoire, mais malheureusement, ça n'est pas partie du cursus, bien sûr.
la gestion d'énergie, le sens de l'air et Ça vient de- ouais. les responsabilités également. Ouais. Ça commence là. Hein. Ouais. Ouais, bonne école. D'accord. Et t'avais quel âge du coup quand t'as commencé à voler sur les planeurs? J'étais entre guillemets un peu vieux, je dois avoir 17 ans, 17 ans, ouais, un truc comme ça. Ok. D'accord. Et Non. du Ouais, coup, une passion depuis c'était le début, quoi. en parallèle des études. Tu as fait quoi comme cursus? Tu savais déjà que tu voulais rentrer dans l'armée ou pas encore? Ah oui, c'est ça, ouais. J'ai fait, c'était en parallèle des études, j'ai fait un bac qui n'existe plus également. Un bac E, là, maths et technologie et des choses comme ça, pour faire un G, mais j'ai pas les compétences intellectuelles, les qualités intellectuelles pour faire un G. Donc j'ai fait un DUT génie mécanique. Et ça m'a permis d'avoir une roue de secours. Ça me faisait une roue de secours au cas où ça se passe mal à l'armée. Après, donc, le but, c'était de rentrer à l'armée, mais avec une roue de secours. Puis, en fait, c'était des très bonnes études qui m'ont permis et qui continuent de m'apporter beaucoup la compréhension des systèmes des avions. C'est une très bonne base également. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui peut intéresser des jeunes Ouais. qui veulent devenir pilotes. Ça peut être une des filières conseillées pour bien comprendre les systèmes ensuite. Voilà, donc les filières ont évolué, hein, le fond a évolué. C'est-à-dire qu'il faut toujours vérifier maintenant la qualité des formations qui sont dispensées. Hein. Les choses évoluent. Peut-être qu'il y a autre chose. Hein. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir déjà une préconnaissance un peu technique, technologique, pour effectivement comprendre les systèmes des avions. Parce Ouais, une que ça, façon de c'est- raisonner. Ouais. En tant que pilote, effectivement, tu dois savoir comment fonctionne ton avion. Je suppose que c'est encore le cas. Je suppose que tes avions, là, tu sais comment ça marche. Toujours, et oui. tu sais, Vaut mieux. un vaut peu, mieux. un peu comme Sully, quoi. Il connaissait Ouais. son avion, pareil. C'est l'exemple. Et Nico Sully. Oui, Ok. Comment est-ce que ça s'est passé donc enfin, moi je le sais, mais tu peux le raconter quand même. Le passage, on va dire, du civil au militaire avec cette fameuse promo. On s'est connus là-bas d'ailleurs, pour rien vous cacher. Ah là là, les anciens militaires ici. Ah, les anciens combattants. 97, chose comme ça. Eh ben, le passage militaire, en fait, tu veux que je raconte Non, faut pas raconter ça parce que non, il veut pas qu'on raconte ça. Non, mais Faut que tu racontes autre raconte chose. ce que tu veux. L'arrivée, en fait, tu arrives en promo, donc tu as une sélection. C'était comment la sélection? C'était à Bretigny, c'est ça? Bretigny. Oui, la sélection, oui, c'est ça. Ah, Après la sélection. Non, c'était Ouais. pas le PA. Non, le centre de sélection de l'armée de l'air, le CSA. Ouais. Ensuite, l'arrivée, nous, c'était Cognac. Et donc, on a eu une treillis. On allait chez le coiffeur et on nous a mis en carré, là, à peu près. Il fallait qu'on marche à peu près au pas. Ensuite, on nous a jetés dans un avion avec une checklist. C'était assez rigolo, ça, pour la sélection en vol. C'était assez fun, ça. Et puis après, voilà, ça a évolué. Hein. Finalement, ça s'apparente à une sélection naturelle, quoi. Le fait d'être jeté dans un avion comme ça. C'est ça, il y a une chaîne alimentaire qui existe toujours, hein, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle formation, effectivement. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Salon, on a fait nos classes, on a couru dans la garrigue. Et ensuite, on est retourné faire notre formation. Ah, on a passé... La DISPN. Voilà, ce qui était avant la TPL, qui remplaçait la TPL avant. Puis ensuite, la formation vol. Puis après, c'est parti. Hein. C'était parti. Et tu parlais justement de la chasse, parce que toi, tu as été pré-sélect chasse d'ailleurs. Oui, il me semblait bien que tu étais là-bas quand on avait fait le repas de fin de macaronnage. Ah oui. Oui, c'est-à-dire le repas à Tours, c'est ça? Hein? Ouais, c'est ça. Oui, on était à Tours. Après, moi, je suis allé faire un court séjour d'un an à Orange. Et après, je suis reparti dans le transport. Oui. Voilà. D'accord. Et à Orange, c'était sur des Mirage 2000, c'est ça? C'est ça, oui. Tu as fait combien de temps du coup sur 2000? Tu as fait combien d'heures entre guillemets? Je sais pas si on peut parler d'heures. Rien, j'ai pas 100 heures. Hein. J'ai pas 100 heures sur 2000, c'était très court. Hein. J'ai fait un an, un an, c'est ça. Ouais. T'as été lâché? Ah oui, bien sûr, oui. C'est pas trop dur un peu quand on est lâché? Il y a combien de temps, il y a combien d'heures de Mirage 2000 avant d'être lâché à peu près? Je sais plus, mon ami, il faudra convoquer quelqu'un de plus pertinent. Je sais plus. Et du coup, tu as eu le choix sur l'avion suivant que tu voulais faire?
Alors, on me proposait nav, chasse, mais moi, je voulais pas ne pas piloter. Donc, ça a été discussion. J'avais pas trop grand-chose à dire, hein, juste dit ce que je voulais pas faire et ce que je voulais faire. Et puis, à ce moment-là, on mettait beaucoup les gens qui échouaient ou qui avaient des problèmes sur Nord de 6-2. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller à Metz. Là, j'ai découvert un nouveau monde. C'était super, du travail d'équipage avec des gens très sympas, avec un avion un peu vilain, mais avec des très bonnes. Avec un très bon esprit. J'ai découvert des gens super, hein, travailler en équipage avec un mec nav qui m'a suivi jusqu'après sur AWACS. C'est ce qu'il y a de plus riche dans un cockpit, je pense, le travail en équipage. Hein. Alors, il y a le travail en monopilote, c'est très très bien, mais après, sur les avions un peu plus complexes, on ne peut pas tout effectuer. Le travail en équipage est très riche, en fait, très très intéressant. Alors, pourquoi un avion vilain, le Nord de 6-2 ? Il avait le nez orange, tu sais, celui de l'armée de l'air. Ouais. Puis voilà, c'était pas. C'est juste physique. Oui, c'était esthétique, mais après, c'était un très bon avion, hein, c'était super. Et vous faisiez quoi comme mission avec ça ? Nous, on faisait du transport passager et puis un peu de la pièce détachée. On faisait la mise en place de l'APO. Donc sur Istres, c'était Lorient. Je ne sais plus si c'était Lorient. Istres, Lorient et Mont-de-Marsan. Et on faisait des missions, on transportait un peu des militaires un peu partout dans l'Europe, en fait. Jusqu'en Europe de l'Est, Europe du Nord, tout ça. Ça, c'était super. Très, très bien. La découverte de l'Europe, c'était super. Ok. Il y a Gousse qui nous dit 7e vol, le lâcher de mémoire, s'en souvient. D'accord. Ça va vite. Ça va vite, hein. Faut pas traîner, quoi. C'était dur. Bon, après, tu sais piloter, hein, mais il faut juste appréhender la machine, mais qui était une machine formidable. Hein. C'était super. D'accord, donc tu en gardes un bon souvenir. Oui. Tu parlais de TBM aussi, parce que là, pour le coup, on change de classe d'avion. Ah ouais, donc je suis passé donc de 2000, alors génération 2000, toi c'est un petit peu moderne, à Nord de 6.2, c'était pas moderne du tout. Hein. Ben oui, c'est un vieil avion, ça. C'était les pendules. On les voit encore dans Les Chevaliers du Ciel, mais je parle du feuilleton des années 60. Hein. Mais c'était ça. On la voit. Ouais. Non, c'était bien, c'était un très 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 bonne école. C'était des turbines libres, donc turbines liées, pardon, je dis des conneries, des turbines libres. Et c'était super, hein, ça avait à peu près 4 heures d'autonomie, donc pour aller en Europe, tu étais obligé de faire une escale et puis dormir après, parce que ça avançait pas trop vite, donc tu étais obligé d'aller à l'hôtel et dormir, ou sur les bases, hein, là, mais c'était super pour la vie d'équipage, tu vois. Très riche, très intéressant, la découverte des pays européens, tout ça c'est super, des autres armées, c'était vachement bien. Et sur TBM, c'était aussi du multipilote ? Alors ouais, on pouvait faire du monopilote. Moi j'étais copié à cette époque-là, donc au début sur TBM, tu avais le droit de faire la radio. Quand le mec était sympa, il te donnait les commandes, mais il y en a qui te laissaient pas toucher aux commandes parce qu'ils estimaient que tu étais là pour la radio. Et tu transportais des gens plutôt de tout, en fait, soit des pièces, on allait faire des dépannages, ou non, des gens un peu gradés, quoi, de l'armée, des armées. D'accord. On faisait de la France, la métro, enfin la France, et puis les ex-Yugo, beaucoup ex-Yugo, ouais. C'était un peu les stérelles internes, quoi, quelque part. Oui, c'était un avion, je sais pas comment ça se réservait, mais ça coûtait moins cher et ça dépend toujours pareil, de la position dans la chaîne hiérarchique et alimentaire. Tout le monde ne pourrait pas avoir le même avion. C'était le COTAM, non ? C'est pas le COTAM ? Ouais, c'était ça, oui. D'accord. Ah, mais j'avais fait mon service dans le COTAM. Ouais. Zientus qui arrive, Zientus 93, bonsoir. J'embarque, bise les amis, bonne fin d'édition, à bientôt. Ah, il y a Gousse qui prend l'avion, je pense. Donc, bon vol à Salut, toi. Ok, et après donc tout ça, tu as dit que tu as été instructeur sur les gros après, mais tu as aussi été instructeur à Cognac. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la première fois où tu endosses ce rôle d'instructeur, de transmetteur de savoir ?
Ouais, bah écoute, moi je suis allé de bonne volonté parce qu'on voulait m'envoyer sur ravitailleur. Puis je voulais pas à cette époque-là, je voulais pas aller à Istres et faire grandir mes gamins à Istres. Donc j'ai demandé quelque chose de plus calme, enfin, pour la vie de famille, enfin pas la vie de famille, mais l'environnement en fait. Et donc j'ai demandé à la Cognac, tout le monde était content parce que personne ne voulait la Cognac. Hein. Et moi j'étais très content d'y aller. Je me suis vraiment épanoui dans ce travail en fait. Hein. C'était un très beau métier, moi qui m'a beaucoup plu. Et c'était donc une formation au CFIP, c'est ça C'était sur quel avion du coup Le centre de formation des instructeurs pilotes. Oui, mais à Cognac, c'est sur quel avion tu faisais de l'instruction? TB30. C'était sur Epsilon, ouais, TB30 Epsilon. Et après, au bout d'un certain temps, je ne sais pas si c'est au bout de 2 ans, il y a eu tu sais, on est passé FI. Donc on est on est passé tous FI, je pense. Hein. Et puis, donc ça a remis un petit peu un standard différent quoi, dans l'instruction. Et l'instruction, ouais, c'était intéressant parce que tu faisais de l'instruction de base, donc à des jeunes qui n'ont pas piloté normalement, ou pas beaucoup. Et puis des formations un peu plus avancées. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir les 2 brevets. Donc, je faisais les 2 formations, tronc commun, et puis chasse et puis transport, tu vois. Plus les entraînements cadres. Entraînement cadre, entraînement des abovaux, des choses comme ça. C'était intéressant. C'était très, très varié, très riche. Très bien, ouais. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que tu avais une diversité de missions qui te permettait de voir plein de choses sur une seule même journée. C'est ça, mission de population, des gens qui arrivent de différentes origines, qui ont des ambitions différentes. C'est très intéressant. Et donc, les jeunes qui n'avaient pas encore piloté, ils étaient mis dans le TB30 tout de suite. C'était vraiment le début. Ouais. Ils jettent dedans, on leur demande de recracher et tout, ouais. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. En 14 des anecdotes un peu d'instruction avec un élève particulier? Oui, pas là. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Tu as des surprises, hein, comme en fait, que ce soit instruction de base ou en vol après sur avion plus gros, hein, tu as toujours les mêmes failles en fait. Hein. Après, les failles, les gens sont plus ou moins conscients parce que ou on leur a pas expliqué qu'il faut avoir ce genre de failles d'absence, tu sais, tous les biais. Et après, en tant qu'instructeur, c'est à toi de les identifier et de faire profiter la séance, quoi, de profiter de la séance pour la mener à bout ou en tirer quelque chose à minima, en fait. Ok. Mais vous faites pareil, je pense, hein, c'est ça. Hein. Oui. Bon, avec des élèves qui n'ont pas forcément tous été sélectionnés, par contre. Voilà. Oui, alors c'est la grosse différence dans le civil, si tu veux, on en reparlera après. C'est la grosse. C'est vrai qu'on a peut-être un peu plus d'anecdotes, de trucs bizarres. Oui. Ouais, trucs curieux, oui, mais bon, ça fait partie de l'expérience, on va dire. Ok. Donc on finit Cognac et c'est après où... alors non, est-ce que tu as fait aussi de l'instruction, comme Laurent, qu'on avait reçu aussi, qui était un collègue d'AWOX, à l'ETA? À l'EAT, non, je ne suis pas allé moniteur à l'EAT, moi, non. Non. Je suis passé en réentraînement. L'EAT, oui. L'école d'aviation de transport, EAT, oui. J'ai juste utilisé en tant que stagiaire et ça m'a suffi. Et puis après, après Cognac, je suis allé... alors je voulais faire de l'avion blanc, mais j'ai pas réussi. Ça collait pas avec leurs besoins et puis le calendrier. Et puis il y avait l'opportunité d'aller faire de la WAX qui est magnifique. Et c'est quoi l'avion blanc? L'avion blanc, c'est l'Estérel, c'est les 300 de l'Estérel. Pour l'Estérel, c'est ça exactement. Oui. Ah j'ai fait mon service aussi à l'Estérel. Ah mais il y avait combien de services? Comme je me plaisais pas au COTAM, du coup ils m'ont muté à l'Estérel. Donc du coup j'étais à l'Estérel, à l'époque c'était sur DC-8 et il y avait la Caravelle et DC-8 encore. Ouais. Ok. C'est sympa. C'était très sympa. Oui. Alors je rappelle au chat, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Là on est en train de discuter entre nous, la cool, mais je vous rappelle que le chat il est ouvert. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr, hein, on est là pour ça. Hein. Ouais, donc du coup tu veux faire de l'avion blanc, mais du coup ils t'ont mis sur AWACS.
C'est ça? Voilà, là où oui. t'es passé En fait, sur AWACS. c'était super, hein, parce que il reste pas beaucoup de quadrilles moteurs, quadrilles réacteurs, avec un travail en équipage très complexe et très très riche en fait. Et c'était assez formidable, assez extraordinaire et formidable. Alors c'est pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de travail. Ça demande des... Tu vois, quand je suis allé en même temps que Roxy, par exemple, on prenait des gens qui avaient de l'expérience, hein, et je pense que c'était une bonne sécurité pour sortir un produit rapidement et de qualité, quoi. Donc ça demandait beaucoup d'expérience en fait, hein. Ouais. Et la WACS, c'est une base 707, c'est ça? À peu près, ouais, c'est ça, oui. Et c'était des horloges encore? Je veux dire, dans le Ah oui, cockpit. oui, c'est des. Je t'ai pas mis de photos, effectivement, oui, mais c'était un vrai cockpit d'avion avec des aiguilles partout, oui. Alors, s'il y a des photos, justement, on va essayer de les incruster, on va voir si ça fonctionne. Hop. Alors Ça, là, merci. elles vont toutes défiler dans l'ordre inverse, mais je crois qu'il y en a dedans. On doit en voir quelques-unes. Donc, ouais, c'était sans automanette. L'automanette, c'était un McNav de 90 kg, hein, qui réglait les moteurs, hein. Ça, Ouais. c'est du 737, ça, c'est chez Ryanair, je pense. Ouais, c'est ça. Ça doit être Ryanair, ça, ouais. Ouais. Voilà, on peut commenter les photos, puis de toute façon, après, on reviendra sur le. Sur le militaire. Ouais. Ouais. Ah, Voilà, ouais. c'est ça. D'accord. Ah oui, des horloges, ouais. Ouais. Avec les FMS verts. Voilà, oui. Les Minitel, comme les Minitel. Oui, c'est Voilà, ça. Ça, ben après, ça, c'est le cargo que je fais en ce moment. On fait du cargo et passager, D'accord. donc il y a deux flottes au sein de ma compagnie, hein. ASL, c'est pas anciennement Europair Post? C'est ça, Comme exactement. ça. C'est ça. Ouais. C'est French Post. Ça, c'est du ravito en AWACS. Pareil, un des meilleurs moments dans la WACS, c'est de faire du ravito. C'est très bien. Ça doit être très dur là, de se mettre sur la perche, là, non? Ouais, bah alors tu te mets en pause, tu viens chercher une position, puis c'est le tanker qui finit son accouplement, on va dire. Ouais. On manipule la perche pour la mettre en fait dans le. C'est ça, ouais. Toi, Dans tu le tiens une bouchon. position, puis Ouais. il vient glisser. Ça, c'est le cargo. Donc, le cargo, c'est souvent de nuit, hein. Souvent de nuit, ou en soirée, quoi. Ça travaille beaucoup de nuit, forcément. Comment il s'appelait le chanteur qui disait Cargo de nuit? Axel Bauer. Axel Bauer. Ça, c'est du Volpax dans les îles de Méditerranée, avec des gens sympas. Donc après, ce qui change, tu vois, dans le militaire civil, ben, donc tu as des équipages qui sont un peu différents, avec des fonctions différentes, mais tu retrouves ça, un bel équipage dans le civil, tu vois. C'est très riche. Il y a moins de pression dans le civil que dans le militaire. Le côté militaire, ça apporte une pression supplémentaire, non, Alors, c'est des pressions très différentes. L'aviation civile, c'est de l'aviation commerciale, en fait. Et qui dit commercial dit pression commerciale. Donc, tout a un coût. D'accord. Et vu que tout a un coût, et ben, tout est optimisé. Ce que ne feraient pas forcément les armées. Les armées, c'est plutôt d'utiliser son produit il n'y a pas de notion dans la mission. Ouais, très, très efficace, mener à bien la mission, mais on a moins en lien direct la notion de coût, même si elle est forcément là, hein, parce qu'on s'inquiète du pétrole, on s'inquiète de la maintenance, on s'inquiète de tout, hein. Ok. Est-ce que tu as des anecdotes justement sur tes quelques années passées en AWACS, où je pense que tu as démarré copie au départ et après t'es monté, on va dire, en grade, commandant de bord, instructeur. Comment tu l'as vécu? Et puis est-ce que tu as des anecdotes justement de cette période? Ouais, donc je suis arrivé donc copie, donc je sais plus, tu fais à peu près toutes les missions. On faisait des missions donc France, des missions, ensuite on était un petit peu projeté, on faisait, tu sais, la surveillance à Cayenne par exemple, les lancements de fusées, ça c'était intéressant, donc ça te permet de faire des vols transatlantiques. Et on faisait des pays un peu où il fait un peu chaud comme en ce moment en France, tu vois.
pour aller un peu surveiller ce qui se passe de manière préventive ou après un peu plus active. Tu vois. En fait, pour la fusée, vous faisiez le vol transatlantique, vous mettiez en place là-bas, et l'idée c'était quoi? C'était de surveiller l'espace aérien pendant le lancement? C'est ça, c'est toujours d'assurer l'intégrité de l'espace aérien, que ce soit en France, métropole ou sur un autre territoire. Donc c'était de vérifier qu'il n'y ait personne qui rentre dans l'espace aérien, entre autres. Donc, vous étiez au plus proche de la fusée, quoi. Oh bah, proche, on la voyait, quoi. Ouais. Ouais. Et comment tu étais impliqué quand il y avait un avion qui rentrait un peu dans l'espace aérien de la WACS? Est-ce que tu étais impliqué? Parce que c'est surtout les gens derrière, sur leurs écrans, qui... Voilà, ouais, les donc, toi, WIPS. On salue les WIPS. Les WIPS. Les WIPS. Les WIPS. Les WIPS, ah. Il y a des gens bien chez eux. Non, le but, en fait, en tant qu'équipage de conduite, donc les deux pilotes, le navigateur et le mécanicien navigant, c'est d'offrir le maximum d'autonomie et d'endurance sur une zone qu'on t'a demandé d'atteindre. Et dans cette zone, en fait, on va te demander de te déplacer éventuellement dans cette zone et d'offrir la plus grande autonomie par la finesse de ton pilotage et surtout la gestion du carburant, parce qu'il n'y a pas d'automanette. Donc c'était à toi de gérer ça avec le MECNAV. Et donc, lorsqu'il y a le but, c'était de ne pas dégrader la qualité du signal, donc c'est-à-dire d'avoir un pilotage prédictif, stabilisé, pour qu'on ne perde pas le signal radar, en fait, de la poursuite possible. Donc il y avait des consignes venant des WIPS pour dire d'aller plus dans un endroit ou un autre pour surveiller. Yes. Alors eux définissent la zone, nous l'endroit dans la zone sur lequel on doit effectuer nos patterns. On va faire les patterns que nous demandent, donc des cercles, des hippodromes et des 8, un peu de fun. Et ensuite, tu offres la meilleure autonomie que tu peux et tu donnes ton bingo et puis à l'heure du bingo, il faut partir. Voilà, il faut rentrer. Ok. Et si je ne veux pas rentrer dans les secrets défense, mais tu as fait quel théâtre d'opération? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la Libye, le Mali, la Syrie avant que ça chauffe et pendant, depuis un peu partout, quoi. Depuis plein d'endroits, depuis la métropole, depuis des terrains en Afrique, le Golfe. Vous êtes dans les premiers arrivés de toute façon, parce qu'on a besoin d'informations, de renseignements. Oui, c'est bien d'aller les voir et d'aller prendre des infos, de capter ce qui se passe éventuellement. Et tu es impliqué aussi, je veux dire, si derrière les WIPS, ils voient un intrus, dans quelle mesure tu es impliqué Il y a des procédures, c'est-à-dire que ça devient une menace pour l'avion lui-même, notre avion lui-même? Oui, est-ce que tu as déjà eu ça? En fait, tu as des procédures, ça s'appelle des procédures rétrogrades, qui te permettent de fuir et de t'éloigner de la menace, en fait. Voilà, c'est le principe, c'est que ça. Et l'avion, il était protégé, il me semble. Alors il y avait des contre-mesures internes? Non, protégé par d'autres avions normalement qui étaient censés nous protéger. Ok, moi je pensais qu'il y avait des c'est ce qui est arrivé là, en mer Baltique. Là, il y a les Russes qui se sont un peu trop approchés d'un avion radar français là, il y a quelques mois. Temps, c'est possible. Il y a deux questions ou réactions, si on peut dire, sur le chat. La première, alors attends, je vais aller les chercher, c'est Pilot Emmerich qui pose cette question. Est-ce qu'en mission de surveillance en terrain hostile, la WACS est escortée pour être protégée ou est-il seul? Non, mais sûr, tu ne vas pas seul. Hein. C'est un asset qui est très, très important. Donc, il y a toute une organisation qui est là pour protéger l'avion à WACS. Donc, tu as des chasseurs, entre autres, et puis nous, les contrôleurs éclairent devant et puis voient ce qui se passe et on a des gens qui sont là pour nous protéger normalement. Ouais. Donc il y a ceux qui écoutent, on va dire, qui travaillent, et puis il y a ceux qui protègent. C'est ça. Donc là, il y a du monde dedans. Je suppose qu'avec l'expérience que tu as maintenant, que tu as eue sur AWACS, je suppose que tu sais comment ça doit se passer là autour de l'Ukraine du coup.
Bah non, parce qu'en fait, oui, un peu dans le principe, hein, dans la philosophie, effectivement, oui, dans la philosophie, avec les tensions, les contraintes politiques, les contraintes militaires, les contraintes officielles et non officielles, oui, bien sûr. Oui, c'est compliqué, oui, très compliqué. Ouais. Ok. Il y a ce message, mais à mon avis, c'est du private joke de Tom Jag. Qui dit, voilà, il se marre, donc déjà il a compris. Bonsoir, je suis le responsable des espaces verts sur la base aérienne de Salon de Provence. Je souhaiterais avoir une conversation avec toi. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote derrière ça? Alors, c'est possible. Je me souviens plus, j'ai un trou là. J'ai la photo, mais je ne sais plus où elle est. On avait marqué notre empreinte, notre passage à Salon, tu sais. On avait écrit au désherbant sur une magnifique pelouse où il y a le Fouga devant les messes, là. On avait mis le nom de notre promo, c'était bien fait, au cordeau, bien sûr, hein, très propre. Et un retardement, puisque le temps que le désherbant fasse l'action, agisse. Mais oui, il y a une photo faite avec un mousquetaire, effectivement, c'était pas mal. Hein. C'était calculé. Oui, c'est bien fait, très bien fait. C'est rigolo ça. Pourquoi ça m'étonne pas? Ok. Et puis, finalement, au terme de ces années sur AWACS, donc à Bourges, hein, à Vore, à côté de Bourges, basé là-bas. Alors, il y a Vince qui dit, est-ce que vous avez été sanctionné par rapport à l'anecdote de... Évidemment. On était sanctionné de manière très intelligente, hein, évidemment. Parce que ça ne plaisait pas, hein, dans le nid des aiglons, au pied des chênes, au pays des glands, ça n'a pas plu, bien entendu. Hein. Et donc, on a dû passer, je ne sais pas combien de semaines enfermés, et puis faire des bêtises, balayer des feuilles quand il y avait du Mistral, des trucs intelligents. Tu vois. Balayer des feuilles quand il y a du Mistral. Ouais, Et c'est toute la promo qu'il avait pris. Ah bah oui, c'est esprit de corps, bien sûr. Oui. Mais il y avait d'autres choses de fait, donc c'était très sympa. Très sympa. Ouais. Donc, on arrive au terme, on va dire, quelque part. Ah non, on n'a pas parlé de l'instruction. Quand tu te retrouves instructeur sur AWACS, comment ça se passe? Ah ben c'est pareil, en fait, ce qui est très intéressant sur ces avions un peu complexes, c'est le travail en équipage. Et la répartition des tâches en travail standard et en travail en situation dégradée. Et ça demande beaucoup de ressources de tout le monde, de la discipline, de la rigueur, des grosses connaissances sur des grosses connaissances techniques, des connaissances du travail de l'autre et une excellente communication au sein du cockpit qui fait que tu peux traiter tes pannes de manière plus sereine qu'avec un travail complètement aléatoire. Et donc, l'instruction, c'était très intéressant. Alors, tu commences, tu fais l'instructeur, tu es au simu, hein, tu fais des simus. Donc, il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup de ressources parce que tout est complexe, les procédures sont complexes, les checklists sont complexes, tout est complexe. Donc, ça prend du temps, il faut bien mettre ça en place pour que ça soit solide. Après, j'ai fait l'instruction en vol qui était super. Moi, j'adore ça, j'adore piloter, donc c'était super. Hein. Et, quel exercice particulier vous faites en instruction en vol sur AWACS? Il y a des exercices particuliers? Contrairement à beaucoup de gens qui pilotent des gros avions, l'armée, on pilote les avions, ce qui est très très intéressant parce que tu sais piloter ton avion du sol au niveau 400, tu sais afficher tes courses TN1 pour piloter ta trajectoire. Tu es capable on faisait des exercices types, par exemple, c'est des descentes d'urgence depuis nos zones de contrôle, avec des simulations de feu, surtout des feux électriques, parce que c'est assez rempli, il y a beaucoup d'armoires qui pourraient être sujettes au feu. Donc c'est ça, des descentes d'urgence qui sont très intéressantes, du travail en vol à vue sur les approches grande pente, approches décalées, et le travail standard, un moteur, deux moteurs, two same side, deux du même côté ou pas. Ah ouais. Et ça demande beaucoup de choses. Hein. Ah oui, j'imagine. Et il y a une particularité pour piloter un AWACS avec la coupole
Alors non, parce que il y a un domaine de vol dans lequel tu évolues en fait, et puis vu que tu n'as jamais piloté l'avion sans la coupole, en fait, tu connais pas la différence. D'accord. Les particularités de l'AWACS, c'est que les moteurs sont un peu plus écartés. Tu peux avoir un split des commandes de gaz à la mise en puissance, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément alignées. Tu as un effet, l'effet dû à la rotation du radar et l'état de surface des coupoles qui font que tu peux être sensible, et l'avion était sensible avec la flèche, la grande flèche, au Dutch Roll. Et ça faisait partie des exercices, en particulier au simu, de savoir cisailler, cisailler la trajectoire, comme ça, et de sortir du Dutch Roll, parce que tu arrives jusqu'à sur la tranche, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah oui, si tu corriges pas tout de suite, ça part, ça se barre en sucette, quoi. Ça s'amplifie, et puis c'est assez violent. Hein. Ouais. Et ça t'est arrivé en vol, ça, ou c'est que sur simu? Non, moi j'ai pas eu en vol ça. J'ai toujours gardé les pieds loin des commandes quand il n'y en avait pas besoin, et surveiller le yaw damper et l'alternate au-dessus. Là. Ouais. Vous travaillez beaucoup à l'autopilote ou c'était principalement du pilotage manuel? Alors autopilote, il n'y a pas d'automanette, et après il faut se reposer, les vols sont longs, hein, tu peux pas tout faire à la main, hein, et le but c'est de faire du travail de qualité sur la durée. Hein. Et donc ça a duré combien de temps une mission de surveillance? Entre quelques heures à 7 heures, 11 heures, après il faut ravitailler. D'accord. Jusqu'à 14, et le plus long que j'ai fait, c'est 18 heures, c'était beaucoup, avec 2 ravitaux, ça fait beaucoup, 18 heures. Et il n'y a pas un deuxième équipage qui relaye dans l'avion? Alors si, voilà, en fonction du temps de service, on disait comme ça, c'est ça, enfin, je sais pas qu'on appelle ça. Oui, tu as équipage simple, renforcé ou équipage double, effectivement. D'accord. Ok. Quand même 18 heures, waouh. Voilà, quelle était l'endurance avec les ravitaillements? C'est bon, on a répondu à la question, Grim. Il y a Emric qui demande est-ce qu'un avion comme le Global Eye est donc meilleur d'un point de vue opérationnel que le 707 AWACS selon toi? Je sais pas, je suis désolé, je peux pas répondre, j'ai pas étudié le... T'as pas étudié le sujet? Non, je sais pas. Tout ça c'est derrière, quoi. Non, puis il faut se pencher un peu sur le sujet, hein, pour répondre à ça, hein, Emric. Moi, j'ai pas épluché le radar, l'équipage, l'autonomie. Il faudrait tout regarder. Faut tout regarder, hein, c'est beaucoup. Hein. J'ai une question parce que la marine, eux, ils ont des Hawkeye, pareil à Wax, hein, avec le radome. C'est pas Wax, c'est Hawkeye. Ouais, c'est Hawkeye avec le radome. Est-ce que ça a les mêmes capacités qu'un AWACS? Pareil, je suis désolé, je sais pas. Je suis sorti de l'affaire. Hein. Je suis vraiment désolé, ça fait 1 an et demi. Mais je connais un pilote, un ancien pilote de Hawkeye, on pourra lui demander. On va le faire venir. Ça peut être intéressant. Parce que si ça a les mêmes capacités, je vois pas pourquoi d'utiliser un gros à la place d'un petit. Un gros, le gros il monte plus haut déjà que le Hawkeye. Ça aussi, ouais. Ok, donc on referme cette partie militaire et du coup, cette envie de sortir du milieu militaire, elle arrive comme ça, ou on te propose quand même de rempiler, ou finalement, tu as cette opportunité de sortir, ça se passe comment, cette reconversion? Alors, tu sais, nous, on était, la majorité des gens étaient sous contrat. Il y a des contrats que tu peux, qui s'arrêtent, et tu pourrais éventuellement re-signer des contrats pour durer. Mais moi, ça s'est articulé, j'arrivais vers 42 ans. Ouais, ça, 42. Et après, il faut faire un choix. Hein. Soit tu restes dans l'armée jusqu'à 50 ans et quelques, soit tu vas faire autre chose. Et moi, j'avais un gros envie, un gros challenge d'aller voir dans le civil ce qui se passait. Même si j'étais passionné par mon boulot sur AWACS, hein, le travail avec les équipages, hein, conduite et les contrôleurs, bien sûr, hein, et les techniciens, bien sûr, hein, qui font que l'avion vole. Hein, et on était là pour... tu fais partie de l'équipage autant qu'eux font partie de l'équipage. Hein. Et donc c'était le but, le challenge, c'était d'aller voir dehors ce qui se passait. Hein. C'est ça. Et c'était pas facile dans le sens où les heures, les heures reconnues par les civils, en fait,
ne comprennent pas forcément ton avion. Par exemple, le 707 n'était pas répertorié dans 3/4 des compagnies. Quoi. Ah ouais. Donc, je ne pouvais pas remplir mes heures de vol, par exemple. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est curieux. Et du coup, comment t'as fait pour... parce que t'es rentré chez Ryanair d'abord. Comment Ouais, t'as je fait suis- pour les convaincre? Bah, eux, alors ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est anglo-saxon. Généralement, dans l'aéronautique, ce qui est anglo-saxon est très pragmatique. Hein. Et eux n'ont pas besoin de te faire des sélections avec des ronds, des croix, des carrés pour savoir si tu es un bon pilote. Ils te prennent, ils te font un entretien, ils te mettent dans un simu qui est assez qui est intense. Hein. Et puis ils regardent les qualités de base, de restitution de ce qu'ils t'ont demandé de faire, d'adaptation et puis de communication. Et vu que les Anglais, moi c'était en Angleterre, hein, mais c'était par les Irlandais, c'est très pragmatique. Ils cherchent des pilotes, ils savent que les pilotes militaires sont pleins de compétences et de qualités. Ils n'en ont pas peur parce qu'ils savent qu'on sait s'adapter. On sait s'adapter à la technique, on sait s'adapter aux gens, à une nouvelle organisation. Et ils en profitent, ils savent en profiter. Et du coup, tu été recruté par Ryanair directement, commandant de bord? Oui, j'ai rentré en direct entry, effectivement, ouais. Et c'était une grosse étape, en fait. Hein. C'est un gros challenge. En particulier à Stansted, où c'était une très grosse base avec, je ne sais plus combien de dizaines d'avions, 60, 80 avions, c'était un truc énorme. Hein. Ouais. Beaucoup d'équipages, il y avait 80 destinations, un gros... Et surtout en sortant d'une position confortable, tu vois, sur AWACS où tu maîtrises tout, et là tu débarques dans un nouvel environnement avec des procédures très différentes, donc très commerciales, que ce soit par les équipes sol, la maintenance et tout ça, qui sont très bien faites, hein, mais qui sont là pour enchaîner, empiler des vols et aller au plus vite possible. Ouais. Et avec des équipages d'origine très variés et de qualité très variée, effectivement, qui sont quand même de bon niveau grâce aux procédures Ryanair. Mais, les SOPs. Les SOPs, ouais, qui sont la colonne vertébrale et qui permettent d'assurer la sécurité, en fait. Hein. Et le bon déroulement des opérations, effectivement. Du coup, tu as dû venir un paquet de fois sur Nîmes, parce qu'il y avait le Ryanair qui faisait Stansted Garon, fut un temps. Nîmes, je sais pas si j'ai peut-être fait Nîmes. Je sais pas, j'en ai fait beaucoup, dans le sens où Nîmes, peut-être, je sais pas, mais ça Nîmes, je sais pas si on le faisait de Stansted, non? On le faisait de Stansted, tu vois. Il me semble qu'il y avait Londres. Londres, je suis sûr. Ouais. Il y avait Londres. Ouais, je sais plus. J'avais une question. Tu es réserviste, tu peux être rappelé pour faire de la WACS? Parce que là, j'ai essayé, mais c'est très compliqué. Très compliqué. J'ai toujours pas compris les freins, mais donc j'ai un peu laissé tomber. C'est très compliqué. Alors, on se demande pourquoi c'est compliqué, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai fait réserviste DV sur la base d'abord. Et voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des anecdotes justement, parce que là on en a parlé de Ryanair, maintenant c'est à peu près la même chose sur ASL, tu nous disais tout à l'heure, avec le cargo, la nuit, les passagers le jour, cette fonction de commandant de bord, et je reviens aussi en même temps sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le rôle du commandant de bord qui est aussi là pour les devoirs de police, quand il y a des problèmes qui se passent à l'intérieur de l'avion, il t'est arrivé des trucs un petit peu comme ça? Alors souvent, quand tu presses tes passagers, tu sais, dans les opérations sol, ils peuvent arriver assez souvent de manière énervée dans l'avion, où tu les enfermes. Ils peuvent avoir eu des problèmes dans la file d'attente, ils peuvent avoir des problèmes avec leurs bagages, ils arrivent déjà complètement énervés, tu leur demandes d'écouter des consignes de sécurité. Et il y en a beaucoup qui pètent les plombs, hein, effectivement. Ouais. Ouais. Après, ça peut être aussi, c'est de l'éducation, ça peut être culturel, effectivement. Il y a des destinations qui sont plus compliquées. Ça dépend des heures de départ dans la journée, ça dépend des conditions météorologiques. S'il fait chaud, chaud avant d'embarquer, ça dépend des gens qui seront stressés, nombre de personnes stressées, nombre de personnes malades en avion, nombre de personnes à particularité.
Oui, il peut y avoir beaucoup de plaintes des fumeurs qui vont forcément fumer dans les toilettes. Ah, ça t'est arrivé ça? T'as dû intervenir des fois, personnellement Alors, bon, personnellement, dans le sens où j'appelle la police, moi, quand ça fume dans les toilettes, parce que c'est très bien expliqué, puis j'accepte pas ça. Et donc, oui, t'appelles la police, ils viennent les chercher à l'arrivée, et puis après, ils s'en occupent, hein, on fait un dépôt, et puis c'est fini. Ouais, des comportements, oui, il y a de tout, il y a des comportements complètement qui reflètent la société, en fait, hein. Complètement inapproprié entre passagers, les passagers qui se battent. Il y a des passagers t'en as eu, on en a traité d'ailleurs quelques-uns dans les 2 dernières années, chez Ryanair d'ailleurs, dans les actus où il y a eu des bagarres. Oui, bah, c'est étonnant, hein. Après, moi, ça m'est arrivé dans les pays de l'Est où les cabines crew, en fait, t'appelles pas parce que tu es en phase de descente et en phase finale. Elles t'appellent qu'une fois que tu es au sol pour que tu appelles un peu la police quand même. Mais ils t'expliquent que chez eux, c'est normal, on règle les comptes en se tapant dessus. Alors, bon, c'est comme ça, mais c'est pas tranquille pour le reste des passagers, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Et oui, c'est dingue, hein, ce qui se passe dans les avions, c'est dingue. Hein. Mais t'enfermes les gens, des gens énervés, stressés, et pas tous avec la même éducation ensemble. Il se passe des choses. Hein. Il se passe des choses. Et on a eu aussi parlé d'urgence médicale, où c'est déjà arrivé. Toi, t'en as eu durant tous tes vols? Oui, ça arrive. Ouais. Alors, ça arrive. Ce qui est intéressant dans le travail en équipage, c'est la remontée d'informations, puis les communications entre les PNC et les PNT. Les PNC, donc les cabines crew, sont très très bien formés pour plein de choses, pour escalader les problèmes de comportement, après les problèmes médicaux qu'elles savent gérer également. Après, en cas de problème médical, l'appel à des passagers qui pourraient être spécialisés. De vérifier s'ils sont bien spécialisés ou pas, parce qu'il faut toujours se méfier de ça. Et puis après, d'utiliser les secours au sol à l'arrivée. Ouais, ça arrive de temps en temps, ouais. Il y a Lolo qui demande est-ce que tu as déjà eu une naissance en vol? Eh ben non, toujours pas, papa. Ça, non, toujours pas. Non, en fait, à partir de je sais plus combien de semaines, il faut un papier, un certificat médical pour monter à bord, en disant qu'il n'y a pas de risque normalement. Des choses comme ça. D'accord. Tu as déjà dérouté pour raison médicale, non? Je crois. Je sais plus, je crois pas. On a déjà accéléré beaucoup le vol et la descente pour ça. Dérouté, je crois pas, non. Mais on se pose parfois beaucoup de questions, oui, avant de. Parfois, tu vas à destination, mais bon, t'es sur le fil du rasoir pendant un moment, oui. Des décès en vol, c'est arrivé? Parce que c'est pareil, on en a traité aussi dans la zone aéro, où ça arrive. Moi, j'ai la chance, ça m'est pas encore arrivé, c'est très bien, pourvu que ça dure. Non. Et je vois avec tous les problèmes qu'il y a dans les avions maintenant, finalement, quand tu regardes, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est d'actualité, quoi, c'est pareil. Hein. Oui. Presque. Et tout ce qui est... on a eu une recrudescence, en tout cas dans les actus ces derniers temps, de passagers alcoolisés. Ah oui, c'est un gros problème, ça. Alors, les problèmes, c'est des problèmes... c'est culturel, dans le sens où quand c'est anglo-saxon qui va prendre des coups de soleil dans le sud, en Espagne et compagnie, ils arrivent le soir, les vols sont le matin, donc ils boivent déjà toute la nuit. Le matin à 5h, ils sont déjà avec des pintes qui font la taille de 3 pintes, donc ils arrivent déjà énervés dans les avions. Ensuite, ils peuvent reboire dans les aéroports en fonction des horaires. Et ensuite, ils vont faire la fête. Et quand ils vont faire la fête, en fait, ils prennent pas forcément de chambre, ces gens-là. Tu sais, ils vont faire la fête 3 jours, mais il n'y a pas d'hôtel pour eux. Donc, quand ils reviennent, ils sont fatigués, hein, tu vois. Très fatigués. Ça t'est déjà arrivé d'être obligé de sortir justement du cockpit pour gérer ce genre de truc? Alors, ça dépend des consignes compagnie. Chez Ryanair, la consigne, c'est de ne pas se présenter et de s'occuper de ça. Parce que les cabines crew ont des process très très bien écrits et très, très graduels, qui sont très bien faits. Normalement, ça permet de calmer tout le monde. Et le but, c'est de pas s'exposer, en fait. Oui, parce que ça peut être dangereux, finalement, si tu prends un mauvais coup. En vol, de toute façon, tu sors pas moi, je sors pas avec les passagers, dans tous les cas.
Et commandant, il y a quelqu'un qui se sent mal. Non, bah, va voir, moi D'ailleurs, ça me fait penser, passagers, de ne pas s'exposer, tout ça. Selon les compagnies, est-ce qu'il y a un petit gamin qui vient de voir, qui dit « Ah, je voudrais voir en vol le cockpit, c'est possible ou pas ?» Ah ouais, donc ça, moi, je le fais au sol, bien sûr, avec grand plaisir. Hein. Au sol, mais en vol, non, je ne fais pas ça. Parce que tu sais bien que tu peux... Enfin, déjà, c'est écrit dans les consignes compagnie, tu peux ou tu peux pas. Et ensuite, que ce soit un enfant ou un adulte, les gens ne sont pas forcément stables et il y a tellement de choses. C'est très facile hein, de mettre un système sur off ou. Voilà, c'est très, très facile. Donc, non. Est-ce que tu as déjà eu des équipes de sport ou de supporters là, qui mettaient l'ambiance un peu trop l'ambiance? Ah, trop, non. Les sportifs, quand ils vont faire du sport, ils sont concentrés, donc ça va. J'ai eu des rugbyman, tout ça, ouais, ça se voit à l'embarquement, ils font tous 2 mètres 120 kilos. Hein, il y a toutes les tailles, il y a toutes les tailles, mais ça se voit que c'est des sportifs et des gens grands. Ouais. Après, les supporters, surtout les enterrements de filles de garçons et jeunes filles, tout ça. Il y en a beaucoup, ça. Ça, c'est. Ils montent habillés n'importe comment. Il y en a qui montent avec des palmes dans l'avion. Alors on est obligé de lui faire enlever parce que pour évacuer les palmes, c'est pas super. Tu vois. Et des choses comme ça. Ah, il y a de tout, hein. T'as de tout. Et alors les rugbyman, là, quand ils se lèvent pour aller aux toilettes, tu vois le trim se dérouler, non? Non. C'est par 5 maximum, c'est bon ça. Non, mais effectivement, les masses forfaitaires, tu peux te poser des questions là-dessus. Ouais. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé des petites pannes mécaniques ou ce genre de choses, des pannes, alors pas de moteur, souvent pas de moteur parce qu'en ce moment, surtout en ce moment je fais du N-1 donc c'est votre 737, mais ça t'est déjà arrivé justement des petits soucis comme ça? Alors oui, j'ai des pannes. Qu'est-ce que j'ai eu comme panne? Alors dans ma carrière militaire, oui, on a eu des pannes assez sérieuses, un peu de tout, hein, des pannes de système, des pannes de système carburant, par exemple. Donc ça, c'est assez stressant quand tu es un peu loin de tout, qu'il faut rentrer avec des jaugeurs incertains, par exemple, tu vois, ça c'est un peu pénible. Des problèmes de régulation d'air sur un moteur qui font que ça te limite en plafond et en poussée sur un moteur, donc ça te dégrade tes performances de rétablissement. Et il faut vraiment, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut continuer l'instruction parce qu'en fait ça arrive. Hein. Après des pannes de système, l'avantage sur les avions sont quand même en très bon état un peu partout. Hein. Donc les pannes, ça va être des pannes avec des collisions volatiles par exemple, tu vois. Ouais. Surtout des collisions volatiles, les plus gros problèmes, c'est ça. Hein. Ouais. Les pannes en ce moment, c'est pas des pannes, c'est du brouillage GPS, c'est ça les gros problèmes. Hein. Spoofing et jamming et c'est ça qui est un peu pénalisant en fait hein, sur ta gestion. C'est quoi la procédure de secours justement en cas de perte GPS? Ben, tu touches à rien, tu continues tout droit et tu vas chercher une percée sur un ILS et puis voilà, c'est fini. Tu gardes tes centrale inertie là et puis tu vas finir sur un ILS et c'est comme ça que tu t'en sors parce que c'est bien brouillé quand même. D'accord. Ouais. Ok. Bon, ça, j'imagine que tout est coordonné avec le contrôle, évidemment. Oui, ben en fait, c'est même pas dans les procédures, puis on leur annonce même pas parce que ils le savent qu'à passer certains points dans les zones là, quand on va dans l'est là, en cargo là, t'es systématiquement brouillé. C'est tous les jours, hein, tout le temps, toutes les heures. Hein. Ouais. Ça, hein. Donc il faut sa carte 500 000, son crayon, sa règle. Là. Oui, pour voir ça d'autres. Ça montre. Mais non, il n'y a pas de. Non. Ouais. Et les pannes, non, il y a plein de pannes, mais je t'en parlerai pas ici. Ok. Bon, c'est 55. Il faut qu'on tourne la dernière page, ça passe vite. Hein. Donc, la séquence foire aux questions remise de gaz, il vous reste quelques minutes si vous avez des questions à poser à Nicolas qui est avec nous. Donc, on tourne le jingle et puis on se retrouve tout de suite.
À tout de suite. La zone aéro, remise de gaz. Vos dernières questions, le programme à venir, vite. Ce sont les 5 dernières minutes de l'émission. Et voilà le dernier, les 5-10 dernières minutes de l'émission avec Nicolas qui est avec nous. Dernière ligne droite, donc si vous voulez poser vos questions à Nico, c'est maintenant, le chat qui vous est ouvert. Allez-y, posez vos questions. Nico, on te retrouve tout de suite, juste le temps pour nous de parler de deux petites choses. Alors, hop, Incruste, c'est ici. Donc oui, je reparle de World of Warship pendant les vacances pour celles et ceux qui veulent nous le rejoindre. Toi, tu vas pas t'ennuyer pendant les vacances. Non, je vais pas m'ennuyer. Et puis, donc le dernier live de la saison, puisque vous savez, il y a la trêve estivale de la zone aéro qui aura lieu donc, pendant juillet et le mois d'août, reprise en septembre. Il y a déjà des invités qui sont prévus. Et donc la dernière de la saison, la Garden Party, comme on l'appelle, de la zone aéro, c'est un peu ça, aura lieu le vendredi 3 juillet à partir de 19h30. Donc soyez connectés. Il y a pas mal d'invités qui vont passer derrière le bar de la zone aéro. Certains que vous avez découverts, où on va retrouver des visages connus derrière le bar de la zone à partir de 19h30 le 3 juillet. On trinquera ensemble si vous êtes connectés. Et puis on parlera de tout plein de sujets bien intéressants pour clôturer dignement cette saison 2025-2026. On pourra parler d'invités qui vous ont marqué par exemple. On vous demandera votre avis aussi à vous. Quelles sont les émissions qui vous ont plu, quels sont les sujets qui vous ont convaincu, voilà, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous voudriez peut-être qu'on améliore, qu'on change, qu'on fasse autrement. Donc on vous donnera aussi la parole pendant ce live et puis on prendra les avis un petit peu de tout le monde. Voilà. Donc le 3, c'est vendredi prochain, enfin pas ce vendredi-là, mais l'autre de la semaine prochaine, à 19h30 et après 2 mois de off, retour en septembre. Nico, tu voulais poser une question à Nico? J'ai oublié. Un échange de Nico, t'as oublié? Ah bah moi j'ai comme un poisson rouge. Ah, moi j'ai pas oublié. Est-ce qu'un jour tu songes travailler dans une entreprise francophone, par exemple? Oui, c'est le cas en ce moment. Enfin, c'est-à-dire aéronautique. Ouais. Bon, est-ce que tu vas aller chez Air France, quoi, en gros? Ah non, mais ils n'ont pas voulu de moi. Les yeux trop bleus et pas la bonne pointure, donc non. Malgré tout le travail de préparation, non, ça va pas faire l'affaire. Ça n'a pas matché? Non. D'accord. Et deux fois d'ailleurs. Donc maintenant c'est fini. Oui, d'accord. Ah oui, donc tu as dit maintenant, terminé, ciao, bye bye. Est-ce qu'ils sont ce qui est très rigolo, c'est que dans ma boîte, on fait leurs vols, on fait les vols Transavia, on fait les vols de Air France l'année dernière. Cette année, on n'en a pas fait. Mais oui, c'est... vous sous-traitez en fait pour eux, indirectement? C'est eux qui vous achètent des vols, ouais. D'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai, ça c'est cocasse. C'est UBS qui a... Ok. C'est vrai que c'est le mot cocasse. Oui, c'est ça. Mais je comprends mieux ta remarque tout à l'heure en disant faut mettre des ronds dans des cases, dans des trucs comme ça. Je comprends mieux l'histoire de la psychotechnique. Venez pas chez nous. Par contre, vous pouvez nous emmener des passagers c'est bien cocasse. Et ta transition justement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, la transition Ryanair très SOPs chez ASL, qui est peut-être aussi une autre philosophie, puisqu'il y a la partie cargo qui vient se rajouter. Il y a eu des différences de boulot? Ah oui, donc tu réapprends toutes les SOPs en fait, qui sont propres à chaque compagnie. Donc il y a toujours un tronc commun, une structure, qui sont tirées des checklists Boeing en fait. Et après les compagnies agrémentent ça et font valider la manière d'utiliser l'avion par rapport à leurs opérations effectivement. Donc tu te remets au goût du jour sur les SOPs de la boîte, les contraintes. Qui sont différentes, plus restrictives ou moins restrictives sur certaines choses. Tu vois, l'avantage chez ASL, on pilote les avions, donc c'est très bien. C'est pour ça aussi que j'y suis et que j'apprécie y être. Et alors que de l'autre côté, tu vois, on restreint énormément de plus en plus le domaine de vol manuel. Tu vois. Oui. Et bon, tu peux te poser des questions. Quelle sera la limite, tu vois. Ryanair, c'était quoi? C'était 1000 pieds et non, la stabilisation sur la finale? Avant, c'était le niveau 240 pour remettre l'autopilot. Et ensuite, là, quand je suis parti, c'était que le 140 et je ne sais pas où ils en sont maintenant.
Ah oui, Donc, ils descendent le... Ah, mais c'est-à-dire qu'avant, ouais. tu peux quand même piloter l'avion jusqu'au Ouais, 140. un peu, voilà, ouais. Mais bon, après, ça. Alors, tout le monde se couvre avec des simus, hein. Mais bon, le simu, c'est gentil, c'est bien, hein, mais c'est pas un avion, hein. Donc, tu as les réflexes, hein, les actions, les réflexes, mais c'est bien de sentir un avion en vol, hein. Tu vois, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ok. Et donc, ce que j'ai retrouvé chez ASL, on peut piloter les avions en toute sécurité, ce qui est très bien, avec des SOPs, et ça marche très bien, tu vois. Il y a beaucoup d'anciens militaires d'ailleurs chez ASL. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, je suis Pas tant que étonné. ça. Ouais, ça va, en fait, il y en a quelques-uns, effectivement, ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Mais c'est Ok. pas du tout la majorité, c'est pas la moitié du tout. Hein. Je sais Ouais. pas quel pourcentage, mais. D'accord. Ok. Et j'ai une dernière question. Alors celle-là, elle est brodée d'or parce que je connais déjà la réponse. Boeing ou Airbus? Eh ben, écoute, j'ai fait que deux comment ça s'appelle, simu Airbus. Alors c'est rigolo, hein. Ça se pilote, c'est bien, c'est l'autotrim et tout. Enfin, moi, c'est assez rigolo. Après, j'ai fait que je sais pas quoi, j'ai fait 3 heures de simu, tu vois. Mais c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir une autre approche. Moi, j'aime bien la mécanique, hein, donc c'est bien de voir des manettes qui bougent, des choses comme ça. Hein. Mais c'est des très très belles machines chez Airbus. Hein. C'est une autre philosophie, la gestion de panne, l'affichage et sur les écames des pannes, c'est très différent. Mais je sais pas, j'ai pas fait de Boeing un peu moderne entre guillemets. Hein. Je fais que des vieux trucs. Hein. Donc, Bah quand même, il y avait pas. T'as pas fait de 737 Max? Si, j'en ai fait, mais la philosophie est restée Boeing, tu vois. Oui, pas... ouais. Ouais, tu parlais peut-être plus du Dreamliner ou ce genre d'avion. Ouais. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais ouais. Ouais, le Max aussi, c'était bien. C'est un très bel avion, hein. Très très bien. En économie de fuel, c'est un truc de dingue. En confort passager, c'est super. Ça fait pas de bruit. C'est un très bel avion. Hein. Très bel avion. Ok. Si tu devais classer justement, on va dire, allez, le top 3 des avions en première position, deuxième position, troisième position, tu mettrais quoi dans tous ceux dans lesquels tu as volé dans ta carrière? Dans ceux que j'ai utilisés, j'ai beaucoup aimé l'Alpha Jet L2000, qui étaient des très très beaux, des très belles machines. Hein, c'est super performant, c'est très très bien. Les sensations de pilotage sont formidables. J'ai des très gros et très profonds souvenirs sur AWACS. C'est un avion que j'affectionne particulièrement parce que c'est gros, c'est lourd, mais on peut faire énormément de choses avec. Et puis on le maîtrise, quand on l'utilise en unité, on le maîtrise très très bien. Donc on peut faire énormément de choses avec. Et après, le problème avec le 737, c'est que on n'utilise pas le domaine de vol, hein, tu vois. Donc j'en profite moins, entre guillemets. Je retrouve des caractéristiques d'un Boeing, mais on l'utilise pas du tout dans le domaine de vol. On va pas faire tous les coins du domaine. Hein. Ce qu'on pouvait faire avec un AWACS, d'ailleurs. Ouais. Donc tu le mettrais en 3 ou tu mettrais autre chose en 3? Je sais pas, moi, le TB30 ou un autre, ou peu importe. Ah ouais, le TB30, un excellent avion. Tous les avions sont super. Il y a tous le 262 qui est un excellent avion. Ah bah oui, le 262, ouais. Ouais, c'est un très bon avion. Pendu dans les hélices en descente pour se poser sur une grande pente et tout, c'était super. Ouais. Non, c'était tous. Donc non, en numéro 1, je dirais, je mettrais l'AWACS parce que c'est un avion exceptionnel. Hein. Tu vois. Et après, pas trop de classement, mais 2000, 2000 gadgets, voilà. Ouais. Ok. C'est ça, hein. Bah ça marche. Que des avions militaires. Là, avec les mêmes philosophies. Ouais. Ok. Bah écoute Nico, on arrive au terme de cette avant-dernière émission, en tout cas dernière émission avec des invités. Donc tu clôtures de digne manière la saison 2026 de 2025-2026 de la zone aéro. C'était sympa de t'avoir. Je sais que tu es arrivé sur le Discord parce que je crois que Julo me l'a dit tout à l'heure. Ouais. Il m'a dit, il y a Nico qui est arrivé sur Discord. Donc j'invite tous les gens qui t'ont vu arriver sur Discord, si vous avez des questions, vous voulez poursuivre l'entretien, n'hésitez pas. Donc plus de plaisir dans l'avion militaire si je comprends bien. Ouais, oui, parce qu'on est plus... tu vois, c'est ce qui faisait peur aux
Ce qui fait peur aux recruteurs. Les recruteurs ne connaissent pas les recruteurs, on va dire, certains recruteurs non anglo-saxons ne connaissent pas le monde militaire et en ont peur parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc tu prends du plaisir parce que tu connais réellement ton avion au sol et en vol. Et les gens ont l'impression et pensent que tu fais n'importe quoi. Tu es irresponsable, tu n'appliques aucune procédure, aucune règle de circulation aérienne. Tu es obligé de leur expliquer que tu fais de la CAG, de la CAM, et que donc, et puis que tu fais pas du tout n'importe quoi, et encore moins dans un avion militaire, tu vois. Et donc, tu as beaucoup de plaisir. Des a priori, quoi, encore. C'est peut-être même, c'est plus l'inverse même. Et donc, tu as plaisir parce qu'en fait, tu maîtrises vraiment bien ton avion et surtout, tu l'utilises plus, de manière plus large, par rapport aux civils. Plus efficace. Mais après, donc, les plaisirs sont différents. Dans le civil, tu vois, tu retrouves du travail en équipage qui est différent, c'est un équipage différent. Tu retrouves une population qui est différente, pour moi, de copilotes. C'est riche également, c'est différent, mais c'est très intéressant. Hein. C'est très bien. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Nico, je regardais le 262 là. Ouais. Le truc. Allez voir. Alors, je viens de voir qu'en fait, il a été développé à partir du Super Broussard. Parce qu'il y a eu le Broussard, après ils avaient fait un bimoteur, le Super Broussard. Et du Super Broussard, ils ont sorti le Nord 262. Bien, écoutez, ainsi s'achève donc cette émission. Nico, un grand merci à toi d'être venu nous voir, beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous deux, merci à tout le monde. Ça faisait un moment, il faudrait qu'on se croise un de ces jours. Oui, avec plaisir, oui. Oui, je vais rappeler Push to Talk, mon cher Julot, qui remercie d'ailleurs, il te remercie Julot aussi, bonne semaine, etc. Rendez-vous demain pour Push to Talk. Push to Talk à partir de 20h30 avec 4 intervenants. Il y aura Pierre, Julie, Thierry et puis qui encore? Je ne sais plus. Et c'est à 20h30. Voilà, c'est à 20h30 demain en direct avec vos réactions et le sujet c'est l'aviation de demain, pour résumer un petit peu. Voilà, c'était super sympa, merci beaucoup. Vous avez les points de chaîne, envoyez les points de chaîne, les remerciements, etc. pour nous inviter, ça fonctionne, donc n'hésitez pas. Donc le prochain rendez-vous, Push to Talk demain 20h30, puis vendredi prochain à partir de 19h30 pour la dernière, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Que cette émission sera en replay dans 14 jours. Voilà, l'ovation qui est envoyée, merci Lolo Radar. La dernière on a parlé, donc cette émission sera en replay à J+14, donc pas vendredi prochain. Non, pas mercredi prochain, l'autre d'après, avec Nico. Vous pouvez poser vos questions aussi sur YouTube et puis on retransmet. C'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a posé une question à Cédric Lescope de Jetfly sur l'aménagement des avions. Voilà, j'ai transmis, Cédric a répondu, j'ai fait la réponse, donc ça marche aussi dans ce sens-là. Mais le mieux, c'est de venir les poser en direct, directement sur Twitch. Vous pourrez nous retrouver durant cet été sur le World of Warship et sur les réseaux sociaux. YouTube, évidemment pour les replays, Facebook, Instagram, TikTok, enfin voilà, sur tous ces réseaux sociaux, puisque ce sont sur ces réseaux qu'on va annoncer le programme de septembre. Et ça arrivera probablement à la mi-août. Donc voilà, à la mi-août, vous pouvez commencer de regarder un petit peu ce qui va arriver. On va publier les programmes. Je vous rappelle aussi que toutes les émissions sont disponibles sur les plateformes de podcast en audio. Donc vous pouvez les écouter en conduisant ou quand vous faites du sport si vous voulez. Ah, c'est disponible sans l'image. La boutique, le Discord, on en a parlé. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et continuer le soutien de la zone aéro. Merci Nico. Bonne soirée à toi. Bon vol. Bonne soirée. À très bientôt, merci. Plein de bons vols dans ASL. Et puis, fly safe pour ceux qui veulent. Rendez-vous donc demain Push to Talk et vendredi prochain, Nico. Et hydratez-vous. Oui, hydratez-vous. Bon pied, bon oeil. Fermez les volets, voilà. Et puis, restez au frais. C'est ça. Comme le rosé. Bonne soirée à toutes et tous. Ciao Nico. Ciao Nico. Ciao les Nico. Et à très bientôt. Bye bye les amis.
La zone aéro ferme les portes du hangar. Merci pour votre présence et vos questions. Restez à bord, on part rendre visite à un autre équipage dans quelques secondes.